L'empreinte laissée par Marcel Paul sur l'histoire des industries électriques et gazières et de la société française est à la hauteur d'un parcours hors norme. Pupille de la nation, devenu ouvrier électricien, syndicaliste, puis figure de la résistance et enfin ministre, sa vie fut façonnée par l'intensité de ses engagements qui en firent l'un des fondateurs du modèle industriel et social d'EDF-GDF. Élevé dans un village nourricier de la Sarthe, Marcel Paul est placé dès 13 ans dans des fermes où il est employé comme ouvrier agricole. Durant la Première Guerre mondiale, l'assistance publique l'envoie dans la marine où il apprend le métier d'électricien. Déjà attiré par le socialisme, il découvre le syndicalisme après sa démobilisation en 1922. Il travaille alors dans l'Aisne, sur les chantiers de reconstruction d'une région dévastée par la guerre, et adhère à la CGTU, puis rapidement au Parti communiste. En 1923, à Paris, il entre à la compagnie parisienne d'électricité qu'il affecte à la centrale de Saint-Ouen, puis dans la distribution comme contrôleur de compteurs à l'éclairage public. Sensible aux problèmes de l'enfance malheureuse, par sa propre expérience d'enfant abandonné, il prend ses premières responsabilités au sein de l'Avenir Social, l'orphelinat ouvrier de la CGTU. Marcel Paul prend des responsabilités au sein du syndicat des producteurs d'énergie, puis comme dirigeant de la fédération CGTU de l'éclairage et des services publics à partir de 1931. Il promeut un syndicalisme à base multiple, intégrant pleinement les œuvres sociales. À cette époque, comme responsable de l'intersyndicale des services publics de la région parisienne, il développe cette vision originale avec la création d'un dispensaire, d'une coopérative d'achat et d'un service d'aide juridique. Dans le contexte du Front populaire, il participe activement à la réunification des confédérations CGT et CGTU et devient en 1936 secrétaire de la nouvelle fédération CGT de l'éclairage. Il s'engage également dans la lutte pour un statut commun à tous les personnels des sociétés électriques de la région parisienne. Les grèves de juin 1936 offrent alors un premier aboutissement avec ce statut unique des électriciens parisiens. En 1938, il accompagne également la création du Groupement national des cadres, un des premiers syndicats de cadres affiliés à la CGT, qui donne durablement sa spécificité à la fédération de l'éclairage. Tout au long de ces années, Marcel Paul milite également sur le plan politique au sein du Parti communiste. Régulièrement consulté par Maurice Thorez sur les questions économiques et énergétiques, il est conseiller municipal de Paris de 1935 à 1938. La même année, il œuvre pour obtenir du gouvernement Daladier la mise en place d'une ligne à haute tension pour alimenter les usines d'armement de la République espagnole en lutte contre Franco. Partout en Europe, les fascistes et les nazis font déjà résonner les bruits de bottes de leurs armées et allument les incendies qui vont déclencher la Seconde Guerre mondiale. Mobilisé en 1939, repéré comme syndicaliste et militant communiste, Marcel Paul est mis aux arrêts de rigueur, puis affecté à la tâche dangereuse de la pose et du désamorçage des mines. Fait prisonnier en 1940, il s'évade et devient rapidement responsable du Parti communiste clandestin en Bretagne. Revenu à Paris en janvier 1941, il prend part à la direction des comités populaires clandestins, qui luttent sur les marchés contre les pénuries de ravitaillement et organisent la solidarité. Il participe également à l'organisation spéciale, qui mène l'action armée contre les nazis. Il organise ainsi un attentat contre un train allemand.
Arrêté en novembre 1941, Marcel Paul est torturé et enfermé à la prison de la Santé dans des conditions particulièrement atroces. Envoyé à Fontevraud, Blois et finalement au camp de Compiègne, il met en place l'action clandestine et la solidarité. Il tente en vain plusieurs évasions. En avril 1944, il est déporté au camp d'Auschwitz, puis à celui de Buchenwald, où il devient le principal artisan du Comité des intérêts français. Aux côtés du colonel Manès, il s'efforce d'améliorer les conditions de vie des déportés français et contribue à leur reconnaissance au sein des organisations clandestines du camp. En avril 1945, il est l'un des responsables politiques de la libération de Buchenwald, seul camp libéré par ses détenus. Rentré à Paris avec d'autres personnalités, il revient aussitôt à Buchenwald pour organiser le rapatriement des survivants, laissés sans soin dans une Allemagne sous les décombres. À la Libération, Marcel Paul acquiert la stature d'un homme d'État. Membre de l'Assemblée consultative provisoire, puis député de la Haute-Vienne, il s'attelle aussitôt au projet de nationalisation des industries électriques et gazières, prévu par le programme du Conseil national de la Résistance. Son expérience syndicale, son rôle dans la résistance et son statut de déporté le rendent incontournable. Le 19 novembre 1945, Marcel Paul est nommé ministre de la Production industrielle. Face aux enjeux de la reconstruction d'un pays ravagé par la guerre, il mène à bien la nationalisation des industries électriques et gazières et la création des Charbonnages de France en 1946, développant ainsi un immense service public de l'énergie. Ces combats syndicaux trouvent également leur aboutissement avec l'élaboration du statut national des personnels. Après un travail minutieux et acharné, les acquis de l'ensemble des statuts des deux entreprises devenues nationalisées s'appliquent désormais à tous les gaziers et électriciens. Après son départ du gouvernement en décembre 1946, Marcel Paul se consacre à nouveau au syndicalisme. Militant fidèle du Parti communiste, membre du comité central à partir de 1945, il ne sera jamais totalement à son aise en politique. Tout comme il avait rapidement cédé son siège de conseiller de Paris avant-guerre, il renonce à l'activité parlementaire en 1947. De même, il n'apparaît jamais au premier plan dans la vie confédérale de la CGT, soucieux avant tout de militer au sein de sa corporation et de sa fédération de l'éclairage. Les deux grandes industries de l'électricité et du gaz se battent pour assurer la vie du pays. En 1947, est créé le Conseil central des œuvres sociales, le CCOS. La popularité de Marcel Paul parmi les électriciens et gaziers le porte naturellement à la présidence du CCOS lors des premières élections. En quelques années, se développe un vaste système d'œuvres sociales
chargée d'améliorer le bien-être des personnels et de leurs familles. Cette organisation, unique par son ampleur et par sa gestion, est assurée par les salariés eux-mêmes et leurs représentants. En 1950, Marcel Paul fait reverser à l'entreprise une partie des fonds du CCOS afin de soutenir le programme d'équipement hydraulique. Cette manifestation de son indépendance et de la priorité qu'il accorde au développement d'EDF-GDF ne sont alors pas du goût de ses camarades communistes. Malgré cet engagement en faveur de l'entreprise, le CCOS est dissous par le gouvernement en 1951. Tout au long de cette période troublée, la résistance syndicale s'organise autour des caisses d'action sociale, les CAS, que les salariés veulent gérer par eux-mêmes, sans ingérence des directions. En 1955, au moment de la création du comité de coordination des CAS, Marcel Paul en devient le premier président. Ce sera le premier pas vers la reprise effective, mais sans Marcel Paul, des activités sociales par le personnel. Au-delà des combats syndicaux, à partir de 1954, les événements sont aussi marqués par la guerre d'Algérie. Ces prises de position contre la torture ou en faveur des syndicalistes internés en Algérie valent à Marcel Paul menaces de mort et tentatives d'attentat de la part de l'OAS. Jusqu'au début des années 60, Marcel Paul marque d'un poids considérable l'action et la vie de la Fédération CGT par toute l'intensité et la rigueur de ses engagements. En 1962, plus que jamais attentif à l'évolution d'EDF et de GDF, il accepte le titre de président d'honneur de la Fédération de l'éclairage. Mais une autre tâche tout aussi ardente l'occupe. Il se consacre désormais à la mémoire de la déportation, en devenant président de la FNDIRP qu'il avait contribué à créer en 1946. À son décès en 1982, les hommages ne dépassent guère le monde militant. Par-delà les clivages, son engagement pour un service public de l'énergie ambitieux, tant sur le plan de la politique industrielle que de l'action sociale, fait pourtant de Marcel Paul une figure omniprésente de la mémoire des électriciens et des gaziers.